Et vous savez, à cette antenne, on a des partis pris. Parmi les partis pris, il y en a un évidemment pour le plongeon, la natation, la nage synchronisée, le water polo. Bref, pour toutes ces disciplines que j'ai le bonheur de commenter quand viennent les Jeux olympiques d'été. Depuis quelque temps, vous le savez, à chaque semaine, nous vous présentons le portrait d'un entraîneur, d'un athlète. Est-ce qu'on a eu des arbitres juges jusqu'ici? Oui, absolument. De gens qui ont été choisis, puis on saura bientôt comment, à titre de portrait, n'est-ce pas? Il y en a une quarantaine de ces portraits pour fêter les 40 ans de Plongeon Québec. Et le portraitiste est avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous, Samuel? Ça va très bien. Merci. Et vous, René? Samuel, ça va très bien. Je suis en extraordinaire santé d'abord. Hmm. Et deuxièmement, vous le croirez probablement pas, 2 jours de soleil. Oui. 2 jours de soleil Dont je d'affilée. profite allègrement. Oh! Vous parlez d'un bonheur, vous. Après tout, cette pluie. Mais en même temps, quand on fait des trucs qu'on aime, même avec la pluie, on est capable de se concentrer. Puis... Absolument. Mais moi, il y a quelques... Parmi les activités que j'aime, là, il y en a qui sont particulièrement extérieures et Hum. qui étaient particulièrement gâchées par le mauvais temps. Cela dit, mon moral est nickel, comme je me plais à le dire. Donc, Samuel, vous avez eu l'idée, vous, des portraits, des 40 portraits pour célébrer les 40 ans. Je vous l'ai déjà dit personnellement, je l'ai dit à cette antenne, c'est une réussite chaque fois. Oui, mon Oui. ego est flatté à chaque entrevue que vous faites Non, non. avec les intervenants. Non, mais jusqu'ici, vraiment, on est absolument ravis. Cette semaine, vous êtes là parce que vous avez honoré 2 anglophones, Don Webb et Beverly Boys, que l'on rencontre encore, Madame Boys, hein, assez régulièrement Mhm. aux compétitions de plongeon En tant qu'officiel. en tant qu'officiel. Mais parlons d'abord parce que pour moi, je suis groupe d'âge, comme je me plais à le dire, pour moi, Don Webb, c'est probablement le premier nom qui revient à mon esprit quand on parle plongeon au Canada. Il a été non seulement un très bon entraîneur, mais un bon athlète Oui, aussi. parce que Don Webb, c'est le défricheur du plongeon, que ce soit au Québec ou au Canada, parce que peu importe où on se situe, il a accompli des trucs que personne d'autre avait accompli. Donc, si on fait un peu son portrait, le monsieur Don Webb a commencé le plongeon en 1944, donc ça fait quand même très 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 longtemps. Il a débuté à Toronto, au YMCA. Puis, en fait, peu à peu, il avait un parcours différent. Lui, il n'a pas fait le parcours de compétition habituelle. Il a été un plongeur et un trampoliniste pour des spectacles qui faisaient le tour du Canada, qui commençait à l'ouest et qui se terminait avec l'exposition nationale, en fait, l'exposition du Canadien national à Toronto. Et après ça, il a été engagé comme plongeur de haute voltige qui faisait le tour des États-Unis, de l'Europe, du Canada. Il est allé en Australie pendant 1 an. Il travaillait, il prenait des cours, il commençait à être entraîneur. Et là, il revient au Canada. On lui demande de s'occuper de plusieurs des plus grands plongeurs de l'époque, comme Beverly Boys, dont on parlera tantôt, Barb Bush. Un peu plus tard, avec les années, il a coaché des David Bedard, Anne Montminy, dont on va certainement parler dans Mhm. les portraits dans les prochaines semaines. Et donc, en 1964, M. Webb décide qu'il veut aller aux Jeux olympiques. En 1964, c'est Tokyo. Et au Canada, c'était géré par l'Association canadienne de natation. Et quelquefois, même aujourd'hui, les gens me parlent de Alexandre Despatie, de Rosine Fillon comme des nageurs. Et quelquefois, la nuance n'est pas toujours Mhm. claire dans la tête des gens, mais à l'époque, ça devait être encore plus fort parce que c'était une association de natation qui régissait tous les sports aquatiques. Et ils étaient snobés et regardés de haut les plongeurs, je peux vous dire. Oui, les plongeurs et encore plus les entraîneurs, Ah ce qui ben fait c'est... que à chaque année, il y a 2, 3 athlètes qui sont considérés comme étant très très bons. On les invite à aller aux Olympiques, mais jamais un entraîneur avait cette invitation-là. Don Webb décide qu'il veut accompagner ces athlètes, qui va être sur le bord de la piscine, les conseiller, les guider, et il fait une demande à un monsieur de l'association canadienne qui arrive avec une solution un peu étrange et lui dit si on veut t'engager en tant qu'officiel, tu vas venir aux Olympiques en tant qu'officiel canadien pour la natation. La réaction de Don Webb étant je n'ai jamais été officiel de natation, je n'ai jamais chronométré une course. Ça me stresse et ça m'angoisse un petit peu de commencer aux Olympiques. Le monsieur de lui répondre
D'accord, mais à chaque fois que vous serez choisi ou nommé pour être officiel, on va enlever votre nom, on va remplacer par quelqu'un d'autre du Canada et vous pourrez être un entraîneur de plongeon. Ce qui a fonctionné, c'est un subterfuge. Donc, c'est une première participation pour un entraîneur canadien en plongeon de toute l'histoire, mais c'est non officiel. 4 ans plus tard, en 1968, à Mexico, il devient officiellement le premier entraîneur de plongeon à y aller, à être choisi, à être supporté par la fameuse Association de natation Canada. Et l'autre grande réussite, c'est le fait de devenir le premier entraîneur employé à temps plein. Puisque après les Olympiques de 68, il retourne en Ontario, il travaille énormément avec ses plongeurs dans ce coin, mais en Ontario, il n'y a pas de tour de 10 mètres intérieur. Il y en a une à Pointe-Claire depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, il décide que pour les Jeux olympiques de 76 de Montréal, on veut une bonne équipe et pour ça, il faut avoir les installations adéquates. On demande à Don Webb de venir au club de Pointe-Claire. La ville de Pointe-Claire l'engage à temps plein. Donc, c'est ça son travail. C'est plus, il ne va pas se faire demander par son entourage lorsque son entourage apprend, OK, tu es un entraîneur de plongeon, mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie? C'est souvent ça, Danny Boulanger me le racontait. Les gens comprennent pas que ça peut être un travail à temps plein. Mhm. Mais là, ça l'est devenu. Ce qui fait que Pointe-Claire est devenu l'équivalent d'un centre d'entraînement national hyper puissant, dominant sur la scène junior et senior partout au Canada. Et ce qui fait que, lorsqu'il a pris sa retraite, M. Don Webb, après 52 ans d'implication, il avait participé à 9 Olympiques et probablement autant de Jeux du Commonwealth, de championnats du monde. Donc, il a ouvert la voie de bien des entraîneurs. Comment a-t-il connu des résultats intéressants comme athlète? Je crois que si. En fait, mes questions se sont orientées surtout pour tout le défrichage en tant D'accord. qu'entraîneur. Et lui-même, quand il me faisait son portrait, quand il m'écrivait son histoire, puisque avec lui, ça s'est fait par échange de courriel, il a mis surtout l'accent sur les spectacles qu'il a fait et ensuite sur son développement en tant qu'entraîneur. Puis à l'époque, une Jocelyne Carignan, que vous avez rencontrée un peu plus tôt, me disait que c'est du essai-erreur, c'est entre plongeurs, on commande ce que l'un et l'autre fait. Donc, le métier d'entraîneur se développait encore et, Absolument. et ça a été son cas. Car moi, je me souviens des représentations de haute voltige qu'on faisait. On plongeait de très, très haut, puis c'était le fameux plongeon de l'ange Mhm. qu'ils appelaient, n'est-ce pas? On n'était pas dans les périlleux et les vrilles encore. Et moi, même si je travaille en plongeon, ça m'impressionne et ça me fait un peu peur. D'imaginer les gens plonger de si haut, c'est Ah quelque ben, chose. absolument, oui. Et parmi les gens qu'il a entraînés, vous nous avez déjà mentionné le nom d'une dame absolument charmante que l'on voit, au risque de me répéter, lors de compétitions ici à Montréal. Et je l'ai même vu dans d'autres endroits du Canada. Madame Beverly Boyce, qui bien avant d'être officielle, a été une brillante athlète. Oui, elle a 34 titres nationaux à son actif et elle m'expliquait, j'ai commencé très très jeune, il y avait 2 championnats nationaux par année au Canada et je participais aux 2 épreuves et elle gagnait très très rapidement. En fait, je pense qu'à 13 ans, elle commençait déjà à gagner et elle a détenu le record du nombre de titres nationaux jusqu'en 2007, jusqu'à ce qu'un certain Alexandre Despatie la dépasse. C'est sûr que dans les dernières années, les compétitions de plongeon synchronisé sont venues ajouter certains titres Mhm. nationaux, et Alexandre ou Émilie, etc. Mais n'empêche que 34 titres, c'est énorme. Et elle a commencé pour une raison que je trouvais très charmante. Elle vivait en banlieue de Toronto au début des années 60. Euh, Sa voisine d'en face faisait du plongeon. Elle a décidé d'essayer. Mais pour elle, la joie du plongeon, c'était avant tout de pouvoir faire on va dire, une virée de voiture jusqu'à Toronto. Pour elle, c'était ça le plaisir. Mais rapidement, elle a réalisé qu'elle avait un talent hors du commun. Elle a commencé à faire des compétitions nationales, à gagner un peu partout, ce qui fait qu'elle a gagné la médaille d'argent environ vers l'âge de 16 ans aux Jeux panaméricains, qui étaient à Mhm. Winnipeg. Oui. Ensuite, elle a été 4e aux Jeux olympiques de Mexico à la tour, 7e aux 3 mètres. Et avant de prendre sa retraite, elle est encore active et elle reçoit le titre de l'athlète de la décennie des années 60. Donc déjà, les gens réalisent que c'est un phénomène, cette plongeuse-là. Et ensuite, elle va aux Jeux olympiques de Munich en 72.
C'est très difficile pour elle, elle manque de support. Puis elle me faisait une comparaison avec sa participation aux Jeux de Montréal, où les médias pour elle étaient merveilleux, les gens, les encouragements, les applaudissements, pour elle, c'était nourrissant. Et elle me disait, j'aurais tellement aimé avoir ça à Munich, ce support-là, parce que ça a été difficile pour moi. Et elle a manqué la médaille par 0,02. Donc, Hmm. 3 Olympiques, mais manqué sa médaille par si peu, ça a été difficile pour elle. Et après Munich, en 1973, elle aussi, elle est venue à Pointe-Claire. Elle s'est entraînée avec Don Webb, qui faisait la transition de l'Ontario au Québec. Et elle me disait, enfin, on avait une organisation qui nous supportait dans tout ce qu'on faisait, les heures d'entraînement, les installations, euh, le support financier nécessairement. Et en 1976, à Montréal, elle est arrivée 9e aux 3 mètres. Donc, c'est un peu plus loin que la fameuse 4e place et le podium manquait de peu. Mais je sentais jamais dans son texte de l'amertume par rapport à cette expérience-là parce que Montréal et Pointe-Claire semblaient associés à que du bon, à du public qui supporte, à des bons médias, à enfin, je peux pratiquer ma passion et être supporté là-dedans. Et après avoir pris sa retraite en tant que plongeuse à 29 ans, Beverly Buzz a décidé de devenir officielle. Et encore là, elle a commencé au bas de l'échelle, elle s'est rendue au sommet, devenant officielle pendant les Jeux olympiques, pendant de très nombreuses années. Et ces jours-ci, ces années-ci, elle continue de le faire sur la scène nationale. Elle a été, je vois, j'ai votre texte sous les yeux, elle a même dirigé l'association je dis de Vancouver, mais de la Colombie-Britannique, Oui, hein. elle a été directrice exécutive de Plongeon Colombie-Britannique, l'équivalent d'une Isabelle Cloutier au Québec. Et après ça, elle a passé le flambeau à une de ses collègues, mais elle est encore impliquée en tant que directrice technique. Et c'est important pour elle d'être officielle et d'être dans la Fédération de Colombie-Britannique, me disait-elle, pour éviter que tout ce qui a été de malheureux, tout ce qui s'est produit de malheureux dans sa carrière à elle, se reproduise avec les athlètes d'aujourd'hui parce que elle a connu une époque où les entraîneurs étaient bénévoles, où elle devait s'entraîner dans les piscines publiques lorsqu'elle était très très jeune, Mhm. des tremplins de métal avant que le Duraflex existe, des piscines avec une profondeur de 8 pieds seulement, ce qui change complètement la donne lorsqu'on arrive à l'eau. Il y avait même des installations en Ontario, une plateforme non pas de 10 mètres, mais de 9 mètres pour compenser. Et elle plongeait dans le lac Ontario, souvent à partir du mois de mai. C'était complètement froid. Et elle a de très mauvais souvenirs de cette époque-là. Puis c'est le genre de choses qu'elle veut éviter. Puis elle me disait que quand on plonge dans le lac Ontario, il y a les poissons, il y a des sangsues qui vont sur les jambes. Donc, une dynamique, une réalité complètement différente des Alex, Roselyne et Ah, Émilie ben oui. d'aujourd'hui. Écoutez, les piscines publiques qui est ronde, là, Mhm. hein, qui commençait évidemment à la hauteur à peine barboteuse, le plongeoir était au centre de la piscine publique, en plein centre, d'où on plongeait, mais on plongeait dans 6 pieds d'eau Mhm. au gros maximum. C'était à la limite dangereux. Bravo à Beverly Boys, bravo à M. Don Webb. Il mérite le bel hommage que vous leur rendez. Parlant de ces hommages, comment avez-vous choisi? Comment avez-vous d'abord répertorié, j'imagine, des centaines de candidats Mhm. pour en choisir 40? Mais on a fait un appel à tous avec les gens qui sont impliqués dans notre fédération depuis 10, 20, 30, 40, sinon davantage. Et on leur demandait leurs suggestions parce qu'on voulait pas oublier personne. Moi, je travaille aux communications depuis 16 mois, donc je serais très mal placé de prétendre connaître tout du plongeon. Quoique après ces portraits-là, je commence à maîtriser ça de plus en plus. Même chose pour Isabelle Cloutier qui est là depuis très longtemps, mais on veut être certain d'oublier personne, donc on a consulté les gens et c'est pas seulement une affaire de médaille. C'est pas seulement une histoire de j'ai participé aux Jeux Olympiques pour marquer le plongeon. C'est souvent des histoires humaines, comme Philippe Comtois. Quand je l'ai rencontré, on s'est vu seulement 45 minutes, mais quand je l'ai vu, quand je l'écoutais, j'avais de la difficulté à croire qu'il ait pu vivre ça, qu'il ait pu surmonter tout ça. Et c'est un exemple qui reste dans la tête des gens, qui marque les gens. Même chose pour un Danny Boulanger. Il n'est pas allé aux Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur ni en tant que plongeur, mais je l'ai vu en personne pendant le Grand Prix Coupe Canada. On s'était prévu 1 heure. Après 2 heures, j'avais de la difficulté à mettre fin à la discussion, non pas parce qu'il parlait plus que ce que je voulais, c'est que j'arrêtais pas de poser des questions. C'est des gens qui ont tellement vécu, réfléchi sur la question, que c'est ce genre d'influence-là sur le plongeon, sur les humains, sur tous ceux qui se côtoient. Donc, c'est demander les idées des gens, puis se demander
qui a réellement eu un impact dans la tête des gens, non pas seulement par des résultats, mais par qui ils étaient. Décisions qui sont prises en comité restreint? En petits groupes, on discute. Il y a encore aujourd'hui, parce qu'il y a 40 portraits qu'on veut faire, on est rendu à 14 de publier, donc à peine le tiers de fini. C'est un Mhm. très beau défi journalistique, d'ailleurs, une fois par semaine. Mais on a encore certains points d'interrogation. On n'a pas fini la liste officiellement. Les gens peuvent encore nous en parler parce qu'on veut on veut garder une certaine latitude pour ne pas oublier quelqu'un qui aurait réalisé de grandes choses. Mais c'est sûr que lorsqu'on gagne des médailles olympiques, qu'on est là pendant 10, 12 ans, comme une Emily Emmons, c'est un incontournable. Son impact médiatique, l'influence qu'elle a eue pour que les jeunes filles ou les jeunes garçons s'inscrivent au plongeon. Donc, tout n'est pas encore choisi, mais ça se fait dans de petits groupes avec ma patronne Isabelle, avec ma collègue Joël Brodeur. On côtoie les gens du milieu qui, eux, sont impliqués depuis extrêmement longtemps. Donc, peu à peu, on prend nos décisions. Alors, il est coordonnateur aux communications à Plongeon Québec. Vous voyez jusqu'à quel point il est lui-même assez fascinant. Hein. Gardez-vous un portrait pour vous. Peut-être pour les 80 ans de Plongeon Québec. Samuel Larochelle est avec nous cet après-midi. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.